Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je pense qu'on peut commencer par des applaudissements pour Invisible Demons qu'on vient de voir de Rahul Jain. Et puis, nous, on est là ce soir pour la modération de ce débat qui a pour terme l'arme du droit pour défendre le Rhône. Je m'appelle Julie Cumer, je suis journaliste à la RTS pour le podcast d'actualité Le Point J. La semaine dernière, dans le cadre d'une interview pour un épisode du podcast sur le président Zelensky, j'ai parlé avec Alina Olfi-Mishenka. Elle est traductrice et elle vit à Zaporizhzhia, en Ukraine. Pour m'indiquer où situait sa ville, elle m'a tout d'abord dit qu'elle se trouvait au sud-est du pays et de suite elle a ajouté « sur les rives de notre superbe fleuve, le Dniepr ». Elle a défini son lieu de vie en fonction de sa position par rapport à ce fleuve d'importance comparable au Rhône. Elle l'a doté de cet adjectif, superbe. Aujourd'hui, Alina a quitté le pays, elle a mis sa famille en sécurité, et j'espère qu'un jour, en temps de paix, je pourrai la rappeler et qu'on pourra reparler de ce fleuve qu'elle aime tant. Et peut-être que je pourrais lui demander, Alina, et si on lui donnait une personnalité juridique à ce fleuve ? Qu'en pensez-vous ? C'est un peu la grande question qu'on va se poser tous ensemble ce soir, en compagnie de notre intervenante et de nos deux intervenants. Tout d'abord, Marie-Thérèse Sangra, que j'invite à me rejoindre sur scène. Vous êtes secrétaire générale et chargée d'affaires pour le VVF Valais. Vous avez étudié la géographie, puis obtenu un master en politique publique à l'IDEAP. Vous êtes formée par la suite pour la revitalisation des cours d'eau. Et travaillant en Valais, vous avez la responsabilité de la protection du Rhône. Bienvenue. Gilles Mühlhauser, je vous invite aussi à nous rejoindre. Vous êtes biologiste de formation et actuellement directeur général de l'Office cantonal de l'eau pour le canton de Genève, office qui traite de la politique publique de l'eau au sein de la politique publique de l'environnement et composé d'une centaine de collaborateurs, notamment parce que vous faites beaucoup de choses, en charge de la surveillance et maintenance des cours d'eau. Et puis Frédéric Pitaval, venez nous rejoindre aussi. Vous êtes ingénieur diplômé en sciences environnementales. Vous aimez bien les noms d'entreprises qui jouent sur les mots aquatiques, puisque vous dirigez ICO, un bureau de conseil. Je tourne la page. Un bureau de conseil qui pour le traitement des eaux, la transition et la résilience des villes. Et vous dirigez également l'association IDEO. Et c'est à travers elle que vous avez lancé en septembre 2020 l'appel du Rhône. Alors je m'assieds, je me joins à vous. Et on ne peut pas entamer ce débat sans que Frédéric Pitaval, vous nous expliquiez ce qu'est l'appel du Rhône. Bonjour, je vais essayer de le faire rapidement. L'appel du Rhône, c'est tout simplement une mobilisation citoyenne transnationale pour demander la reconnaissance d'une personnalité juridique au fleuve Rhône, de son glacier à son delta, en considérant plus globalement l'entièreté de son bassin versant. Une personnalité juridique, c'est quoi finalement ? C'est simplement permettre à un fleuve ou à ses écosystèmes de se défendre pour ses propres droits fondamentaux, c'est-à-dire que le fleuve, en son nom, peut demander sa sécurité, d'être préservé ou de ne pas être pollué. Voilà. C'est ça une personnalité juridique et c'est ce qu'on a lancé, donc oui, effectivement, en septembre 2020, sur le bassin versant, donc en France et en Suisse. Alors c'est l'exploration de nouvelles façons de protéger la nature. Aujourd'hui, on dispose déjà en Suisse de lois de protection de la nature. Est-ce qu'elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui, Marie-Thérèse Sangra ? Oui, bonsoir. Oui, effectivement, depuis les années 60, ça fait maintenant presque 60 ans qu'on a une loi fédérale sur la protection de la nature, qui a été complétée par une loi fédérale sur la protection de l'environnement, puis toute une série de lois sur la protection des eaux, sur, au début du siècle passé, la protection des forêts, et puis après des ordonnances, des inventaires fédéraux, des sites d'importance nationale. Pour quel résultat aujourd'hui ? Eh bien, nous avons 30% de notre faune et de notre flore qui est menacée, des listes rouges des espèces qui sont en menace d'extinction, qui sont menacées. Nous avons aussi des inventaires, des zones de protection nature d'importance nationale
qui sont classés en tant que tels, mais dont le contenu est vide d'espèces, donc on n'a pas réussi à leur donner, à les faire fonctionner. Donc même les zones les plus précieuses n'ont pas réussi à atteindre les buts pour lesquels ils sont aujourd'hui, elles ont été créées. Donc effectivement, on a un arsenal juridique, il peut être mis en œuvre. Nous, les organisations de protection de la nature, on a des droits de recours, ce qui nous permet d'intervenir lorsqu'on pense que la législation n'est pas atteinte. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas, puisque aujourd'hui l'effondrement des espèces, et ce n'est pas que propre à la Suisse, est avéré. Donc aujourd'hui on a un système légal insuffisant. La législation qui existe, elle est mal interprétée, elle ne fait pas une pesée des intérêts complète. Ensuite, les décisions sont souvent pas mises en œuvre, les délais ne sont pas respectés. Du côté de la Confédération, il n'y a pas de contrôle. Les cantons, lorsqu'ils ne font pas leur tâche, il n'y a pas de sanctions. Donc on a un système législatif en matière de protection de la nature, et ça peut-être ça va contrarier certaines idées qu'on a que la Suisse est un des meilleurs pays en matière de protection de la nature. En réalité, notre système législatif est insuffisant. Et est-ce un problème de droit, d'application, ou est-ce finalement un rapport de force avec notre société qui ne permet pas une véritable prise en compte des besoins de la nature, des besoins de la protection de l'environnement? Alors vous le dites, quand l'État, par exemple, ne fait pas ses tâches, il n'est pas sanctionné. Aujourd'hui, on le comprend, on est encore dans un système de droit de réparation par rapport à la nature. Et vous dites aujourd'hui, on doit passer à un système de droit de préservation. Expliquez-nous ça, Gilles Mühlhauser. Alors, ce serait bien ambitieux de vous expliquer comment on passe de l'un à l'autre, mais je pense que je peux m'associer à ce qui a été dit tout à l'heure, même si évidemment, en tant que représentant de l'État de Genève pour préciser, on pourrait dire effectivement qu'on a un droit qui est insuffisant et que l'état des milieux, l'état de la biodiversité n'est pas, je dirais, au niveau qu'on serait en droit d'attendre avec ces 60 ans de recul, on va dire, avec toutes les bases légales qu'on s'est offertes. On s'est offert de nouvelles bases légales il y a peu de temps, loi sur la biodiversité à Genève, qui est une première mondiale, quasiment en 2012. Donc ça veut dire qu'on fait des efforts, mais sont-ils suffisants ? Je pense qu'avec ça, je ne réponds pas à votre question. C'est-à-dire qu'on est encore classiquement dans l'établissement de bases légales qui travaillent sur une logique rétributive. Quand on dit réparation ou quand on dit impact sur l'environnement, on se dit si on fait des bonnes compensations, ça pourra peut-être passer. Donc c'est un peu la même chose que pour la santé des hommes. Est-ce que si on met un sparadrap pour évidemment réparer un membre entier, ça ne va pas le faire? Et c'est ce que j'utilisais une fois comme métaphore sur Genève Grandeur Nature, quand avec Frédéric, on a déjà dû s'exprimer dans les médias sur ce que pouvait amener l'appel du Rhône. J'aime bien utiliser cette image de la santé humaine et en fait pour vous aider à comprendre ce que pourrait amener un droit basé sur la personnalité juridique des écosystèmes. J'aime bien utiliser cette image qui dit que si le matin vous buvez un liquide un peu douteux, qu'à midi vous mangez une viande avariée ou même un légume avarié, que l'après-midi on vous met un coup de pied dans le genou et puis que le soir vous vous encoublez tout seul évidemment avant d'aller chez des amis, vous n'allez pas passer une soirée super et vous n'allez pas donner une prestation à vos amis qui sera fantastique. Alors les écosystèmes, c'est la même chose. Si effectivement on les empêche en fait de délivrer leur fonctionnalité complète, ils vont avoir énormément de peine évidemment à délivrer les prestations dont l'humanité pourrait bénéficier. Et donc partant de là, concevoir un nouveau droit basé sur la personnalité juridique en tant que fonctionnaire, même si je ne le vis pas aujourd'hui, je n'ai pas la chance d'être en Équateur, je n'ai pas la chance d'être en Nouvelle-Zélande avec les Maoris, je n'ai pas la chance d'être en Inde sur la Yamuna, même si les images qu'on a vues tout à l'heure me laissent sceptique sur le fait que même si on commence ce combat de la personnalité juridique, on y arrivera du jour au lendemain. Mais je pense que ça nous amènera à une autre manière de penser. On passera d'une logique anthropocentrée à une logique écocentrée, d'une logique très scientifique et cartésienne à une logique beaucoup plus en accord
avec la rivière à côté de laquelle je vis. Vous nous citez beaucoup d'exemples. Ce sont des exemples où ça a déjà été fait, où une personnalité juridique a été attribuée à des éléments naturels. Frédéric Pitaval, expliquez-nous comment ça se fait que dans certains endroits, on y est déjà arrivé. Oula, c'est des histoires qui sont toutes différentes en fait. Il y a des combats qui ont été menés depuis plus d'une quinzaine d'années et j'allais dire l'état précurseur a été l'Équateur en reconnaissant les droits de la nature dans sa constitution. Donc il y a deux volets en fait dans les droits de la nature essentiellement. Il y a tout d'abord la reconnaissance de ces droits dans la constitution ou plus généralement en tout cas ces dernières années avec des reconnaissances de personnalité juridique. Voilà. Et la reconnaissance de personnalité juridique a pris de l'ampleur ou en tout cas une visibilité autre quand le peuple maori, après quand même un combat de plus de 140 ans, a réussi à faire obtenir la personnalité juridique à la rivière Wanganui. Voilà, en 2017. Donc vous voyez, c'est quand même récent. Et puis, depuis, un certain nombre d'autres combats qui ont été menés et qui ont été gagnés en Inde, au Bangladesh, en Ouganda, aux États-Unis, au Canada, tout récemment, avec la rivière Magpie, et plein d'autres collectifs qui se sont montés depuis. Avec cette volonté de chaque fois un petit peu différemment, puisqu'on va rentrer un peu dans le détail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que le fleuve puisse se défendre, il faut qu'il soit sous tutelle. Et chaque État, chaque territoire y a apporté sa réponse, mais toujours, comme le disait Gilles, en s'appuyant sur les gardiens et les gardiennes des fleuves, et qui sont soit représentés par les peuples premiers, les peuples autochtones, mais pas que. Il y a eu à chaque fois une représentation, j'allais dire, des savoirs sensibles à chaque fois, et des savoirs scientifiques, bien sûr, mais pas uniquement des délégations d'État, quoi. Alors tous les trois, vous vous occupez d'une certaine manière de défendre les droits du Rhône. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes tous les trois des gardiens, des gardiennes du fleuve ? Je prends la parole. Mais pas que nous tous. En fait, c'est ce qu'on essaye de démontrer pas que nous trois. Dans l'appel du Rhône, c'est effectivement la volonté de faire comprendre que au-delà de la protection du fleuve, parce que c'est clair qu'on a trop souvent tendance à voir la personnalité juridique comme simplement la défense de la nature, finalement. En fait, ce qu'on essaye de démontrer par l'appel du Rhône ou les collectifs des droits de la nature, c'est que c'est bien au-delà de cela. C'est que ça ne s'arrête pas là. C'est le début de l'histoire, finalement. C'est si vous donnez la possibilité à des entités vivantes non humaines de pouvoir se défendre pour leurs propres droits fondamentaux, vous allez mettre en évidence que toutes nos activités humaines ne font plus avec le fleuve, mais contre la nature. On utilise la nature pour en faire un déchet. Je crois que le film que l'on vient de voir est relativement parlant. Il n'y a pas besoin de développer plus que ça. Mais comment on fait ? Comment on fait pour aller plus loin ? Si vous avez la possibilité ou si vous êtes contraint par une législation qui vous oblige à finalement sortir de dessous le tapis tout ce que vous avez l'habitude d'y mettre, donc d'interroger notre monde économique, d'interroger nos professions, nos loisirs, etc. Parce que vous avez des entités vivantes qui peuvent dire stop finalement, vous êtes bien obligé de vous reposer la question de comment faire société, de vous reposer la question de comment faire développement, j'entendais dans le film, de faire finalement les droits de la nature posent le cadre d'un nouveau paradigme. C'est ça qui est intéressant, c'est pas simplement d'obtenir une personnalité juridique. Ça serait trop simple, tout le monde serait à même de le signer sans forcément se contraindre finalement, mais c'est comment finalement on les fait discuter, ces droits de la nature, avec les limites planétaires par exemple. Comment on les fait discuter avec le sac à dos écologique ou l'impact carbone. Ça c'est beaucoup plus intéressant et ça nous oblige, nous tous, nous en tout cas espèce humaine, à revoir tout à fait notre modèle, puisque finalement l'arbitrage ne se fait plus sur uniquement des avantages à court terme humains, mais finalement à se poser la question de ce que nous voulons transmettre. Et je crois que le film montre que l'on ne transmet pas grand-chose. Vous l'entendez souvent cet argument-là, Marie-Thérèse Sangra, quand vous devez, par exemple, défendre la nature face à un barrage, on vous rétorque souvent qu'on aura besoin de cette énergie si on veut faire une transition écologique correcte. Et en fait, on ne prend pas en compte tous les paradigmes dans ce cas-là. Oui, je peux que rejoindre Frédéric Pitaval sur ce qu'il a dit. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, on voit les limites de notre approche protectrice de la nature. Mais après, je me pose la question, donner des droits à la nature,
Est-ce qu'il faut rajouter une couche à la législation, vu qu'on a des problèmes d'exécution, de mise en œuvre? Est-ce qu'il faut remettre en question notre monde économique, le dogme de la croissance? Est-ce qu'il faut donner une priorité à la nature, au paysage, à l'environnement, au détriment de notre mobilité, au détriment d'un aménagement du territoire dispendieux, par rapport aux questions de produits chimiques? Enfin là, on rejoint la question des limites écologiques. Et puis aujourd'hui, le Rhône, moi je le connais, je travaille dessus depuis 25 ans, donc le Rhône à l'amont du Léman, hein, depuis Villeneuve jusqu'au glacier du Rhône. En 1904, on a créé le premier barrage à l'amont du dernier segment du Rhône sauvage, hein, le barrage de Finges. Puis ensuite, en 1950, on a créé un deuxième barrage qui a bloqué toute migration des poissons, le barrage de Lavey, pour ceux qui connaissent, toute migration du poisson qui ne peut plus remonter, frayer dans le Rhône, parce qu'il se heurte à la sortie du Léman à un grand mur. Et puis, en 2015, on a recréé un nouveau barrage, assez récemment, un barrage d'ailleurs assez peu producteur, mais crise énergétique oblige, il a fallu en recréer un. Et tout prochainement, un nouveau barrage au XXIe siècle va être recréé à l'aval de Saint-Maurice. Donc on voit que ce Rhône tellement malmené n'est pas en voie de guérison. Toute cette transformation de son régime des eaux, tous les problèmes des éclusées, des variations du niveau de l'eau lorsqu'on turbine les barrages, le problème de la sédimentation, la libre migration des poissons, tout ça fait que le Rhône, au XXIe siècle, c'est une sorte de gros égouts à ciel ouvert où il n'y a quasi aucune fonctionnalité. Le Rhône est quasiment mort et en principe, on a une législation fédérale pour la protection des eaux qui vise à conserver les fonctions écologiques proches d'un état naturel. Et la transition énergétique, que l'on appelle tous pour répondre aux exigences du GIEC, au fond, elle menace la reconversion pour la biodiversité qui nécessiterait d'inverser cet effondrement des espèces. Alors, est-ce un problème juridique ou est-ce un problème de gourmandise énergétique? Et puis à ce moment-là, on dépasse un peu le cadre juridique, mais quels sont les besoins de notre société? Comment allons-nous y faire face, par exemple avec l'augmentation démographique ou avec l'augmentation, la croissance comme ultime but, ultime goal de notre société? Frédéric Pitaval, vous souhaitez répondre aux nombreuses questions soulevées par Marie-Thérèse Sangras? Oui, aborder, est-ce qu'on rajoute une couche en parlant des droits de la nature, par exemple, sur l'arsenal juridique que l'on a actuellement? Je pense qu'en fait, on ne rajoute pas une couche, on balaye. En fait, le constat actuel, il est très simple, et c'est celui que nous, on peut faire en tant que bureau d'études, en tant qu'usager, mais je pense que tout le monde peut être assez conscient malheureusement du constat, c'est que le droit actuel, qu'il soit français ou suisse d'ailleurs, hein, il est basé sur plus ou moins les mêmes méthodologies, n'a pas permis, ne permet pas et ne permettra pas de répondre aux urgences climatiques et aux limites et au dépassement des limites planétaires. C'est un constat. Alors on peut, deux attitudes par rapport à ça, se dire mais finalement c'est parce que ce que l'on a actuellement n'est pas appliqué et faisons en sorte qu'il soit appliqué. Oui, je pense que c'est toujours un combat nécessaire, ça nous fait gagner un petit peu de temps, mais malheureusement, le droit de l'environnement, comme ils sont construits, c'est des droits anthropocentrés. Donc l'arbitrage se fera de toute façon, de toujours de la même façon. Ou alors, c'est de se dire et d'avoir le courage de dire, mais finalement, il faut inventer autre chose, passer d'un droit de réparation vers un droit de préservation et finalement donner ces droits à la nature. Et donc là, pour le coup, on n'est pas en train de rajouter, on est vraiment en train de changer le modèle. Et une fois que l'on a cette perspective-là, ça nous ouvre des champs des possibles complètement différents. Ça nous ouvre des possibilités totalement différentes. Compliquées, bien sûr, mais évidemment, elles ne pourront se faire que par la coopération, même la compréhension du plus grand nombre. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, grâce si philosophiquement on peut être attiré par la reconnaissance des droits de la nature, il faut qu'on soit tous conscients que c'est un changement de règles pour nous tous et nous toutes. Ce qui sous-entend donc de le choisir plutôt que de le subir. Mais quand on voit les différentes images qui nous viennent partout dans le monde, et même de nos cantons et de nos bassins versants, il est temps de réagir. Donc voilà une des premières réponses, mais je crois que Gilles veut compléter.
Oui, j'ai l'impression que vous souhaitiez compléter, Gilles. Oui, j'aimerais prendre 3 éléments qui sont contenus dans les questions précédentes et les interventions de Frédéric et de Marie-Thérèse. La première, c'est que j'aime bien rappeler en fait à toute personne, y compris le gouvernement genevois, que si on veut faire la transition écologique, on ne pourra pas la faire si on n'a pas de ressources. Donc c'est valable pour nous, c'est valable pour un système, un écosystème ou bien une économie probablement. C'est-à-dire si on n'a pas de capital et qu'on dépasse et qu'on surutilise le capital sans se préoccuper d'abord de maintenir la ressource, on ne fera pas de transition écologique, me semble-t-il. C'est une pensée relativement simple et humble, mais très souvent, vous n'avez pas le débat sur le maintien de la ressource dans celui sur la transition écologique. Donc on a l'impression qu'on veut déjà partir avec des outils en disant la transition écologique, c'est le miracle, on y va. Puis après, on se retourne, puis on dit, mais on n'a pas de carburant pour y aller. Et le carburant, c'est la biodiversité, c'est l'air, c'est l'eau. Donc tout ça doit être entretenu correctement. Et puis après, effectivement, par rapport à la remarque sur est-ce qu'on rajoute une couche ? Est-ce qu'on balaye ? J'ai envie d'amener ma pierre à l'édifice pour répondre ensuite, à savoir si on est les gardiens du fleuve ou est-ce qu'on peut s'en prévaloir. Il me semble que la personnalité juridique nous amène une attitude, je dirais, d'enracinement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura compris l'écosystème de manière sensible, de l'intérieur, on pourra commencer à plaider autrement. Et quelque part, le droit actuel de l'environnement nous permet déjà de faire ce plaidoyer. C'est-à-dire que quand vous mettez aussi bêtement que cela une sanction à quelqu'un qui a pollué de l'eau, la loi fédérale sur la protection des eaux vous le permet, vous oblige à le faire, vous oblige même à le déclarer comme un délit, hein, c'est un crime en l'occurrence. Alors je ne sais pas combien de cantons le déclarent systématiquement au ministère public, mais donc c'est un crime. Et on le voit bien dans les images en fait, religieuses et spirituelles. Vous avez ces gens qui vont embrasser la rivière alors qu'elle est pleine de mousse. Moi, ça me renverse. Je ne sais pas comment vous êtes dans la salle, mais en fait, d'être dans une ville qui n'a pas d'horizon parce qu'il y a un écran jaune en permanence et d'être dans un fleuve où vous ne voyez pas l'eau parce qu'il y a effectivement entre l'eau et vous un écran, c'est insupportable. C'est insupportable. Vous ne pouvez pas faire le lien en fait avec votre enracinement, avec là d'où vous venez, puisqu'on vient de l'eau, on vient de la terre. Donc partant de là, on pourra être gardien du fleuve le jour où on aura fait cet enracinement et cette démarche sensible. Donc on peut déjà commencer à faire un plaidoyer, comme on l'a fait dans les droits humains, et d'ailleurs on est dans le lieu des droits humains ici. On a commencé à plaider le droit de la victime. Et je sais que certains d'entre vous dans la salle ont dû mener des affaires pour dire est-ce que le perturbateur a engendré un grave problème pour l'environnement ? Et puis on s'est concentré pendant des années sur l'analyse de la faute. Est-ce que la faute est grave ? Est-ce que le perturbateur a été intentionné dans son acte ? Mais on ne s'est jamais posé la question de la victime. Est-ce que le cours d'eau qui a été pollué, il est content là ? Il doit aller passer une soirée avec ses amis, il aura un petit peu de la peine à relever le débat, quoi. Donc on ne s'est jamais posé cette question-là. Si on commence à poser cette question, ça veut dire qu'on entre en sensibilité avec l'écosystème. Et je m'arrêterai là. Donc théoriquement, je suis le gardien du fleuve pour vous tous en tant qu'État, hein, mais je pense que je pourrais le devenir avec vous que le jour où on aura compris comment ça se passe, dans le fond de la rivière elle-même. Marie-Thérèse Sangra, vous souhaitiez réagir ? Oui, je crois que philosophiquement, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, il faut être ces gardiens de la nature. Mais on a bien remarqué dans le film que, par exemple, le réalisateur disait « Mais moi, je ne peux pas vivre sans ma climatisation. Je vis tout le temps dans mes appartements. Je ne sais plus ce que c'est que la nature, quoi. » Et avant de pouvoir être gardien de la nature, à mon avis, il faut comprendre peut-être plus profondément comment fonctionnent les écosystèmes, que ce soit les politiques, que ce soit la population, que ce soit l'administration. Parce que si pour protéger la nature, il faut
restreindre notre accès à la nature. Par exemple, je pense à un débat, assez actuel du côté de Genève, le libre accès aux rives partout, des routes goudronnées, un dérangement des rives du Rhône ou de ses affluents. Ça peut créer un tort à la nature, ça peut porter atteinte à la nature, et il faut que des mesures de l'État décident que certaines zones sont des zones refuges, sont des zones où on ne va pas aller se pique-niquer, où on ne va pas aller se baigner, etc. Tout ça, il y a certainement très rapidement une incompréhension pour la population, et on ne peut, disons, gagner ce type de combat sans qu'il y ait une connaissance profonde du fonctionnement des écosystèmes, la fragilité des milieux, comprendre qu'il y a besoin de tranquillité, qu'il y a besoin d'une surface suffisamment grande pour que les réservoirs d'espèces puissent se multiplier, puissent grandir, qu'il faut des corridors de migration, de déplacement pour la faune. Et tout ça, ça restreint un peu notre liberté, ça restreint certaines de nos valeurs qui priment aujourd'hui au corps. Et c'est un peu ce débat de société qui doit aussi être mené. Puis il y a un autre aspect aussi, cette fameuse transition énergétique qu'on axe tous azimuts en fait, on essaie de quitter le fossile en développant des voitures électriques, en chauffant nos bâtiments sans mazout, mais avec des pompes à chaleur, avec des technologies qui consomment énormément d'électricité. Et bien, cette électricité, ce sont aussi des ressources limitées. C'est notamment nos cours d'eau. C'est notamment la force hydroélectrique, ça peut être les éoliennes, ça peut être, au fond, remplacer le fossile par une électricité infinie, c'est simplement un leurre, et c'est maintenir cette situation défavorable à la protection de la biodiversité. Donc il y a des intérêts publics qui sont contradictoires, et donc c'est vraiment un changement de société, enfin un nouveau paradigme qui est absolument incontournable, mais dans mon travail quotidien, il y a peut-être au sein de la population, comme au sein des politiques, comme au sein de l'administration, pas une vraie compréhension de cette urgence-là. Pas une vraie compréhension de cette urgence-là. Vous souhaitiez réagir, Gilles Mühlhauser? Ouais, moi j'entends souvent ce mot paradigme. Et je sais qu'il y a des philosophes qui commencent à essayer de l'éliminer. Est-ce qu'on doit changer de paradigme qui donne l'impression qu'on va intellectualiser en fait un nouveau modèle? Moi, je pense qu'on doit entrer en sensibilité. Comprendre les écosystèmes, hein, vous nous disiez, Marie-Thérèse Sangras, recréer du lien, devenir les gardiens du fleuve. Finalement, c'est ça, c'est retisser notre lien avec la nature pour décaler notre vision anthropocentrée à une vision écocentrée, comme vous nous disiez. Comment on fait, Frédérique Pitaval, pour sensibiliser les êtres humains et créer cette mobilisation citoyenne dont a besoin le Rhône aujourd'hui? Déjà, il faut passer passablement de temps à expliquer que finalement, cette question de droit apporte une vision différente. Donc ça, c'est la première, on vient d'en discuter. Comment on fait pour créer un nouveau modèle, se positionner à l'intérieur, poser toutes ces questions-là qui sont très complexes, très compliquées. Nous, on est parti sur une démarche relativement classique, avec des plans d'intervention qui nous permettent de se donner une feuille de route, parce que si on veut changer le monde quelque part, il faut quand même commencer par le réfléchir autrement. Donc changer ce droit, très bien. Comment on le fait? On passe par des représentations, en tout cas par des reconnaissances de personnalité juridique. C'est un outil, c'est un moyen pour aller où, pour faire quoi? 4 axes, on a identifié 4 axes de changement en fait. Le premier, c'est, comme ça vient d'être dit, c'est d'impliquer le plus grand nombre, c'est-à-dire qu'il va falloir, sur une échelle précise, le bassin versant. On y reviendra peut-être sur cette notion de bassin versant qui est pour nous très importante. Sur une échelle de bassin versant, c'est d'impliquer le plus grand nombre. C'est-à-dire que finalement, on est tous conscients de ce que l'on voit quand on voit un film comme celui-ci, mais on est peut-être un peu moins conscient que finalement ça se passe en Inde, mais nous tous ici dans la salle, on en est responsables.
Et donc ça veut dire que sur le bassin versant du Rhône, c'est la même chose. On n'est pas conscient de sa réalité du bassin versant. On ne connaît pas finalement pourquoi le bassin versant du Rhône, ou pourquoi le Rhône est si en danger par son changement climatique, par la pollution qu'il y existe, etc. Parce que bien souvent, on nous a fait la remarque. Pourquoi le Rhône? Évidemment, il n'a pas la couleur de la Yamuna, il n'a pas la mousse de la Yamuna. Et pourtant, on est dans les mêmes problématiques. Donc, si on ne prend pas conscience, on n'agit pas. Donc le rôle pour changer les choses, c'est prendre conscience auprès du plus grand nombre, et en s'appuyant évidemment sur également les artistes, parce que forcément, quand on voit un film, on va beaucoup plus vite. Et puis surtout, pour répondre aussi à ces interrogations, c'est que les droits de la nature ne peuvent pas être portés sans les interroger vis-à-vis des limites planétaires. Et ça, c'est très important et on insiste beaucoup. Pourquoi? Parce que toutes ces questions qu'on vient de se poser, des arbitrages qu'il va falloir faire. Oui, il va falloir faire des arbitrages, mais par rapport à quoi? Par rapport à quelle boussole? La durabilité, quelles sont les solutions durables aujourd'hui? Pour nous, celles qui sont durables, c'est celles qui respectent les 9 limites planétaires, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient technologiques ou autres. On nous vante les bienfaits de la 5G, on nous vante les bienfaits du véhicule électrique, on nous vante les bienfaits de la transition énergétique, mais quand vous passez toutes ces politiques ou toutes ces technologies au crible des limites planétaires, vous vous apercevez que c'est de la poudre aux yeux, ça ne fonctionne pas. Quand est-ce que l'on va enfin mettre notre intelligence collective et nos ressources dans les vraies solutions? Donc il faut les déterminer, il faut les identifier. Les droits de la nature nous permettent de regarder la réalité, et cette réalité doit nous permettre de construire de nouvelles solutions. Et enfin, et à mon avis, c'est l'un des paramètres les plus importants, c'est que ce changement et ces règles ne pourront être acceptés et acceptables que parce qu'il y aura une implication de tous. Oui, il faut se resensibiliser, oui, il faut réinterroger nos liens d'interdépendance, mais quand on voit des films comme celui-ci, on comprend très vite finalement les tenants et les aboutissants de chaque chose. Et c'est pour cela qu'on va poser des questions quand on va demander à ce que le Rhône puisse se défendre par lui-même, comment, sous quelle forme de tutelle, pour quel territoire, comment ça a pu s'exprimer, etc. Pour nous, ça doit partir des habitants et des habitants, de vous tous, de nous toutes. C'est pour cela que c'est une mobilisation citoyenne. C'est pour cela que l'on crée l'Assemblée populaire du Rhône sur le modèle de la Convention citoyenne, parce qu'il faut qu'on s'interroge, il faut qu'on se pose ces questions, il faut qu'on soit en capacité d'admettre que notre confort, c'est l'inconfort des uns et de certains, et donc il faut rebattre les cartes. Pour rebattre les cartes, il faut créer de la démocratie participative, il faut créer des questions, mais sur un modèle qui le permettent. Les droits de la nature, les limites planétaires nous permettent de nous réinterroger. Et c'est comme cela que l'on lance, et c'est pour cela qu'on a lancé l'Assemblée populaire du Rhône pour les 15 prochains mois, essayer de répondre, d'apporter des réponses ensemble sur comment cette tutelle peut s'exprimer ici, en Suisse et en France, dans le contexte qui est le nôtre, pour pouvoir trouver de nouvelles solutions et essayer de les réappliquer dans les territoires. Ne pas attendre que la Suisse ou la France fassent la reconnaissance des droits de la nature. Non, dans nos régions, dans nos territoires, faire en sorte que l'on puisse défendre ce qui est devant nous, défendre notre rivière. Et on a espoir, parce qu'on ne défend jamais mieux, on n'est jamais plus actif que quand on est touché par une problématique. Donc dans ces territoires, dans nos territoires, dans les biorégions du Rhône, les collectifs s'associent, les collectifs se développent et s'interrogent dans ce cadre des droits de la nature et des limites planétaires. Comment ça se passe jusqu'ici, justement? Ces communautés, elles se sont formées, elles sont actives entre la Suisse et la France, elles communiquent. Comment ça se passe? On est assez surpris finalement de l'engouement. Parfois, il y a des territoires qui sont beaucoup plus actifs qu'on n'imaginait pas, d'autres un peu plus endormis. En tout cas, ce que l'on constate, c'est que finalement, ce bassin versant est composé d'un certain nombre de territoires. Ces territoires sont actifs, ces territoires sont remplis de combats qu'on ne connaît pas. Certains s'organisent. Il y a des points d'action autour de la Camargue, il y a des points d'action autour de Lyon, il y a des points d'action autour de Genève. Et on s'aperçoit que, pas plus tard au mois de juillet, nous avons été invités par la ville de Lyon à faire une première session de l'Assemblée populaire. Et on s'aperçoit que le maire de Lyon souhaite inviter ses collègues des municipalités suisses, français, pour justement travailler sur ces droits de la nature. Donc on voit bien que finalement, on est un peu surpris, nous-mêmes, par l'engouement que l'appel du Rhône peut susciter dans certains ou associations, ou organisations, ou même territoires géographiques. Voilà. Donc ça s'organise tant bien que mal, j'ai envie de dire, pour l'instant. On essaye de regrouper, de faire de liens. Ça, c'est très important. Et on s'aperçoit que finalement, les Camarguais sont bien plus proches des Valaisans qu'ils ne le pensent. Vous croyez à ça, Marie-Thérèse Sangrin?
Oui, nous, en tant que VVF, on peut que saluer cette mobilisation, saluer cette nouvelle vision pour protéger. Là, on parle du Rhône, mais on peut parler des montagnes, on peut parler de la forêt, etc. Mais au fond, ce qu'il y a quand même, c'est que c'est un changement des rapports de force dans la société. Et pour moi, je pense quand même que là, vous parlez d'une modification aussi carrément démocratique, dans un autre... Et c'est très intéressant, mais là, on est un petit peu dans du futurisme. Moi, j'imagine mal le Parlement, trouver une majorité au Parlement pour créer ce nouveau regard, je dirais même, plus que on ne va pas parler forcément de droit. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que, par exemple, lorsque les ONG sont actifs en utilisant leur droit de recours, et puis qu'on arrive à gagner, à contrer des projets hydroélectriques importants sur la base de la législation existante, qu'est-ce qui se passe au niveau du Parlement avec les gens qu'on élit, nos parlementaires? Ils modifient les bases légales qui vont dans le sens de la protection de la nature. Et donc, on fait un effet de boomerang, une législation qui a été progressive. À partir du moment où on la prend au sérieux et on l'applique, les forces de l'économie, les lobbies, ce qu'on a, nous fait faire marche arrière. Et puis, au lieu de progresser dans la protection de la nature, dans la protection du paysage, dans un usage modéré de nos ressources, on a toujours ce rapport de force contradictoire. Donc, c'est vrai que je félicite tout ce débat. Je suis contente qu'on soit nombreux ce soir. Mais il faut aller quand même vite. Il y a une urgence dans l'effondrement des espèces, dans l'effondrement de nos paysages. Mais en même temps, les rapports de force de notre société aujourd'hui sont quand même très décalés entre une intention, un appel du Rhône et le monde réel dans lequel on existe. Est-ce que cette mobilisation citoyenne peut être une force suffisante pour renverser les pouvoirs? Frédéric Pitaval et puis Gilles Mulavzar après. L'objectif pour nous n'était pas de faire changer le Parlement. C'est-à-dire que quand on a lancé l'appel du Rhône et quand on poursuit cette action-là, on l'a lancé avec une variable en disant qu'on gardait bonne distance avec l'institution. On n'y croit pas à ce que l'institution change. L'institution est empêtrée dans un certain nombre de choses qui font que finalement la modification nécessaire ne viendra pas de là. Elle est utile en temps voulu, mais elle ne viendra pas de là. Donc, une fois que l'on a fait ce constat, on n'avait pas 36 terrains de jeu. C'est effectivement s'appuyer sur la base démocratique, citoyens, citoyennes, habitantes et habitants, qui percevons les problématiques environnementales et sociétales bien plus de façon prégnante que en France. En plus, tout est hiérarchisé, donc depuis Paris, par exemple. Donc on n'y croit pas, et on s'aperçoit bien que tous les collectifs, tous les mouvements sociaux, environnementaux qui ont fait bouger les lignes, ils l'ont fait sans s'appuyer sur du cadre juridique. Quand vous avez la ZAD ou les différentes ZAD qui réussissent à gagner, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, c'est pas la loi, c'est pas le Parlement, c'est la mobilisation citoyenne. Donc la mobilisation citoyenne, la Constitution, on peut parler du Chili également, la Constituante au Chili, tout se base finalement sur le propre droit ou la propre force que l'on fait émerger depuis les territoires finalement. Donc si les territoires s'engagent, et on est surpris, les premiers territoires au niveau politique signent l'appel du Rhône. La métropole de Lyon, la ville de Lyon signe l'appel du Rhône. Ce n'est pas pour faire de la figuration, c'est bien pour réfléchir avec nous. Et donc on s'aperçoit que ce rapport de force, dans certains territoires, il peut s'accompagner aussi de l'institution. Donc le fait de garder bonne distance avec l'institution, de changer ce rapport de force, il est nécessaire, mais il faut le préparer dans le temps. Et effectivement, le Parlement, pour nous, ce n'est pas l'objectif pour l'instant. Nous ne sommes pas assez forts. Il faut inverser les choses. Et quand les territoires bougent, vous verrez, on le sent déjà, les politiques suivent. Gilles Mulavzar. Oui, alors j'espère que les politiques suivent. Après, on a pas mal parlé de l'administration. Et évidemment qu'entre la Suisse et la France, on est dans des cultures politiques assez différentes. Où effectivement, je pense qu'en France, c'est important que les élus soient convaincus de ce qui se passe, les techniciens ayant un tout petit peu moins de pouvoir qu'en Suisse. Mais je peux vous jurer que dans l'administration cantonale genevoise, quand vous avez sur un lieu riverain, je pense à la RAD par exemple, pour laquelle on a beaucoup travaillé à la valorisation de ce lieu pour que
le lac. Et je peux vous dire qu'il y a 60 ans, pour ceux qui ne vivaient pas encore sur cette planète, on avait des images qui ressemblaient énormément aux images de la Yamuna dans la baie d'Ouchy. Dans la baie d'Ouchy, c'était de la mousse de ce même niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a urgence, mais on a mis quand même, avec une commission internationale pour la protection des eaux, on a réussi en fait à renverser la vapeur. Et c'est un petit peu le paradoxe par rapport au titre du film. Aujourd'hui, la pollution visible du Léman a été soignée, et il y a une pollution invisible qui est beaucoup plus difficile évidemment à adresser, pour faire un anglicisme, parce qu'il faut sensibiliser les gens à des choses qu'on voit de moins en moins. Et là, je trouve que les images sur les particules qui arrivent comme ça de nuit, c'est assez intéressant. Mais tout ça pour vous dire que, et pour associer Valérie Cabanès aussi à notre soirée, malgré tout, elle disait, la personnalité juridique... Précisons qui est Valérie Cabanès pour ceux qui ne la connaissent, celles et ceux qui ne la connaissent peut-être pas. Alors je laisse Frédéric nous présenter Valérie, il la connaît mieux que moi. Alors Valérie Cabanès a un combat depuis plus d'une dizaine d'années sur la reconnaissance des droits de la nature, entre autres, mais pas que, et notamment sur la reconnaissance du crime d'écocide. Et c'est vrai que j'aurais pu commencer par là, Valérie m'excusera, je l'espère, c'est qu'effectivement toute notre action de reconnaissance, ou en tout cas de demander la personnalité juridique du Rhône, est venue par la découverte de son livre Homo Natura, que je vous conseille vraiment, et qui, un peu comme dans le film, une fois les premiers chapitres passés, montrant ce que vous avez vu, ou en tout cas décrivant ce que vous avez vu, finalement il est temps non pas d'être tétanisé, mais de se retrousser les manches. Et elle propose de se retrousser les manches en changeant de paradigme, excuse-moi Gilles, mais changer de modèle, de passer de ce droit de réparation à ce droit de préservation, en agissant et en s'appuyant sur la reconnaissance des droits de la nature. Et ça me permet de faire le lien. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a frappé dans son discours, c'est qu'elle parle en fait d'une approche d'escarmouche. Alors je ne veux pas utiliser un langage guerrier dans la période qu'on est en train de vivre actuellement, mais ça rejoint mon intervention de départ. C'est que probablement en multipliant les initiatives citoyennes sur des lieux où les gens sont en rapport avec leur fleuve, j'habite là au bord du Dniepr, ça va obliger évidemment ceux qui ont la prétention de planifier l'aménagement du territoire, d'essayer de planifier des actions aussi longues que celles de la purification du Léman. Là, je parle du phosphore pendant 60 ans. Ça nous oblige à bouger. Quand on voit ces combats, mettons, ou c'est pas forcément ces combats, mais cet attachement, cet enracinement à la question du fleuve, localement et de manière démultipliée, ça oblige en fait l'institution à bouger. Et je vous raconte juste une anecdote pour vous dire que ça bouge aussi à Genève. Il y a quelqu'un dans la salle qui verra tout à fait ce que je suis en train de dire. À la Jonction, qui est un lieu hautement symbolique, et sinon hautement énergétique en fait dans notre région, qui est évidemment l'arrivée de l'Arve et du Rhône, donc le lien entre deux massifs fondamentaux des Alpes. Vous avez un parc qui est en train de se discuter entre la ville de Genève, les citoyens, les habitants du lieu, et puis l'administration cantonale qui essaye de superviser ça un tout petit peu par-dessus. Et j'ai été convoqué un jour et on a discuté autour de la question de la spiritualité des lieux. Et à la fin du débat, je pense que c'est quelqu'un d'Afrique de l'Ouest qui m'a demandé « Mais Monsieur Mulhauser, comment vous pensez faire parler les esprits du passé, du présent, du futur, les esprits humains, mais aussi la biodiversité de ce lieu qu'on a appelé Cosmopark pour résumer tout ça dans un seul mot-clé. Et ils m'ont dit, comment allez-vous véhiculer la notion de Cosmopark auprès de nos autorités? Et franchement, si vous avez une réponse aujourd'hui, je suis preneur. Mais je réfléchis depuis ce jour-là à la manière dont je vais adresser cela au Conseil d'État. Il faudra de la créativité, mais je pense qu'il faudra de la sensibilité. Il faudra que les gens viennent au bord du fleuve. Et les gens, donc les gens de l'institution, viennent au bord du fleuve. Et dans ce sens-là, le Parlement devrait réintroduire ce qu'on peut appeler de noble dans la politique, c'est-à-dire la discussion autour de la chose publique, et le fleuve est bien une chose publique. Donc si le Parlement amène ceci et qu'on sort du débat politicien, on va dire, je pense que le fleuve a des chances évidemment
de recouvrer un tout petit peu de sa vitalité dans les années qui viennent. Je ne suis pas négatif, je ne suis pas aussi négatif quand on voit qu'on a réussi à faire un chemin que les Indiens vont faire dans les 60 ans à venir. Et puis comme l'a dit la personne qui fait la météo, ça ira mieux demain, le vent soufflera autrement. Vous parlez de créativité, de sensibilité. On a beaucoup fait référence au film qu'on vient de voir. Il y a un rôle fondamental des artistes à jouer dans la création, la recréation de ce lien-là, Frédéric Pitaval. Il est essentiel. Il est essentiel. Vous voyez, regardez, ce soir, on se retrouve autour d'un film. On aurait pu passer on aurait pu passer 3 heures à débattre de pollution ou autre. Là, voilà, c'est le quotidien. C'est en permanence des journaux télévisés qui parlent de particules et autres. Donc oui, on a besoin des artistes pour interpeller. On a besoin des artistes pour imaginer aussi, hein, se projeter dans un monde différent. Qui mieux que des artistes pour imaginer un monde où les droits de la nature sont représentés. Vous voyez, on a besoin de se créer des nouveaux récits. Plus on va les rendre palpables, plus on va les rendre mesurables, plus on espère avoir envie d'y aller. Personne n'a envie de vivre ce que les Indiens vivent, mais on pourrait prendre tellement d'exemples partout dans le monde, et même chez nous. Et le fait de pouvoir s'appuyer sur l'art, tout confondu, tout art confondu, nous permet effectivement d'entrer en interdépendance, de rentrer en discussion avec des populations, avec des personnes, qui se sentent plus ou moins légitimes. Et c'est comme cela aussi, grâce à l'art, dans les quartiers de Givors, je pense à Filigrane, une formidable association d'artistes, qui rentrent dans les quartiers dits difficiles, vous savez, ces fameux quartiers difficiles, et qui ont un travail en ce moment sur leur rapport au fleuve, à Givors. Vous voyez, donc c'est qu'avec les artistes que l'on rentre, c'est même pas encore avec les écoles. Et puis après, il y a avec les écoles, enfin, on peut aussi décliner beaucoup, tout le monde est concerné. Mais c'est vrai que les artistes nous aident beaucoup. Et puis dans les exemples qu'on a cités tout à l'heure, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou bien la rivière Magpie au Québec, qui a une personnalité juridique aujourd'hui, il y a souvent l'intervention des peuples autochtones. Est-ce que c'est un exemple? Est-ce qu'il nous montre la voie d'une certaine manière? Gilles Mühlhauser. On a parlé ensemble, en préparant ce débat, d'un excellent exemple que je vous encourage tous à aller voir ces prochains jours. C'est l'exposition au musée d'ethnographie genevois, donc le MEG, sur les solutions autochtones ou les alternatives autochtones en l'occurrence. Et évidemment, l'exposition commence par vous dire ce qu'on entend par autochtone, pour ne pas dire primitif ou autre. Et c'est pour ça que j'aime bien ce mot enracinement. Les peuples racines, c'est ceux qui ont encore le lien, évidemment, avec l'écosystème et qui ne parlent pas d'un concept de biodiversité ou de nature parce qu'ils en font partie. Donc, mettons, ils n'ont pas un droit de la réparation puisque, en fait, ce n'est pas un concept qui est extérieur à eux. Hein? Donc, ils sont dans un droit de la préservation d'emblée puisque c'est eux-mêmes qui sont le prolongement de l'écosystème, etc. Donc vous avez ça au début de l'exposition, et après l'expo passe par de nouveau une définition ou des solutions qu'on peut attendre en fait de ces droits de la nature, avec des exemples extraordinaires d'une cartographie hyper fine de tous les lieux sacrés des forêts au Venezuela, pour justement éviter des extractions minières. Et puis en réalité, il n'y a nulle part qu'on peut faire une extraction minière. Parce que, je veux dire, chaque arbre représente quelque chose. Donc si on commence à en faire la cartographie, ce qui n'a jamais traversé évidemment l'idée des peuples qui l'ont en eux, on commence à en faire la cartographie, on commence à documenter le territoire, et là on a des solutions qui sont plus, comment dire, un combat. C'est simplement, on montre les besoins qu'on a de préservation en fait de ces territoires. Donc oui, les peuples autochtones ont quelque chose à nous dire. Et en fait, quand on a fait le calendrier des religions sur les fleuves, avec la plateforme interreligieuse du canton, enfin de Genève, évidemment qu'on voulait mettre le Rhône dedans, puisque le Rhône, c'est notre fleuve. Mais on met quelle photo, je veux dire, d'une cérémonie de relations spirituelles entre nous tous, des Camarguais jusqu'aux Hauts-Valaisans? Qu'est-ce qu'on met comme photo pour dire qu'on a encore un lien spirituel avec le fleuve? Eh bien, on a cherché, on a dû aller au Sainte-Marie de la Mer avec la fête des Gitans, et on est déjà un tout petit peu en dehors du fleuve. On est dans la mer, dans le rapport, évidemment,
à la plage où sont censés être arrivés les maris à l'époque. Voilà. Donc, juste pour vous dire que oui, il y a quelque chose à faire. Et donc, ça veut dire, pour répondre à la toute première question, comment est-ce qu'on sera les gardiens du fleuve? C'est qu'il faut qu'on retrouve nos racines et qu'on retrouve évidemment ce lien. Et les artistes sont extraordinaires pour ça. J'ai qu'un conseil à vous donner. Relisez Corinna Bille sur ses textes sur le bois de Finge. Quand elle dit quel est le fleuve, c'est à la fois d'une sensualité extraordinaire et d'une beauté qui vous donne envie de vous plonger dans le fleuve, même en hiver. Frédéric Puyzaval, vous souhaitez Oui, réagir? juste ce que les peuples racines nous transmettent, et on les écoutait très peu, mais ils n'ont jamais changé, ils nous l'ont toujours transmis, c'est de faire avec les éléments naturels, c'est-à-dire de réinterroger notre lien d'interdépendance. On s'est cru au-dessus de la mêlée, quelque part, et en fait, on y est en plein dedans, et puis même on y est englué et emmêlé en ce moment. Et donc oui, faire avec les écosystèmes et plus contre eux, ça change tout. D'avoir cette philosophie-là, ça pose la problématique totalement différemment. Et puis, ce qu'ils nous transmettent aussi, justement, c'est le mot transmission, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de propriété qui est tout autre, généralement, et qu'ils font partie, comme disait Gilles, de la nature, mais surtout, leur volonté, c'est de la transmettre. Et nous, on ne transmet plus grand-chose, finalement, et si l'on en croit le dernier rapport du GIEC, les générations futures n'existent plus. Et quand on voit un film comme cela, les générations futures n'existent plus. Donc il est grand temps de s'inspirer, effectivement, je crois, des peuples autochtones et de leur philosophie de vie. Marie-Thérèse Sangra, est-ce qu'on peut recréer ce lien et retrouver cette émotion avec un Rhône qui est dans un état un peu... Je ne sais plus quel mot vous aviez utilisé quand on en a parlé, mais je crois que c'était délabré. Oui, en tout cas, je remercie Jules Malheuser de parler de Corinna Bille, parce qu'effectivement, elle parle... du tronçon de Finge, vous savez, c'est entre la Souste et Pissière, c'est les 7 derniers kilomètres du Rhône sauvage ou semi-sauvage, mais qui est quand même perturbé par une centrale hydroélectrique à l'amont et qui va être traversée par une autoroute qui est surexploitée sur une partie par la zone agricole qui est assez intensive à certains endroits. Donc au fond même, dans ces derniers 7 kilomètres plus ou moins sauvages, on a des impacts qui sont importants sur ce Rhône. Je crois effectivement qu'il faut dépasser le système dans lequel on fonctionne aujourd'hui, et puis que je crois qu'il y a effectivement, comme l'appel du Rhône, comme les zadistes, comme Extinction Rébellion, comme ce type de mouvements qui sont à l'avant-garde, et puis qui vont nous rappeler que nous sommes dans un monde limité avec des ressources limitées. Et par contre, moi, je suis plus obsédée par l'idée de faire le lien avec notre système démocratique. Il me semble quand même qu'on doit entrer dans notre manière de fonctionner, y compris dans notre société, des normes contraignantes qui nous permettent de faire juste. Et par exemple, on a assisté en Suisse aux ZAD qui voulaient protéger la colline du Mormont contre le cimentier Holcim. Ils ont peut-être été condamnés, mais le résultat, c'est quand même qu'une initiative pour la sauvegarde du Mormont, on est ressorti. Donc on rejoint un peu ce système dans lequel on fonctionne, qui est quand même peut-être quand même le moins mauvais possible, mais ça re-questionne effectivement notre rapport au monde. Et puis les peuples racines, bien sûr qu'ils sont fondamentaux, mais est-ce qu'on arrive à vivre aussi modestement que ces personnes? C'est comme une question fondamentale. Et sinon, pour l'approche des artistes ou pour l'approche du vécu, on a vu dans ce film ce jeune garçon qui disait « Mais moi, là où il y avait toute cette série de gratte-ciel, moi j'ai vécu là, c'était des terres agricoles, ça fait mal quand ça disparaît. » Et puis évidemment qu'avec un sentiment comme ça, on peut peut-être renverser des montagnes, retrouver un Rhône plus sauvage. Effectivement qu'il faut ce moteur de base. Et je crois que je rejoins un peu cette notion de donner des droits à la nature ou au Rhône. Gilles Mulhauser. J'aimerais amener un autre témoignage de l'intérieur de l'administration pour que le fonctionnariat puisse en attirer certains d'entre vous. Mais c'est la page de publicité. Voilà. Quand vous dirigez une centaine de personnes qui sont tous formées à l'ingénierie scientifique,
qui savent faire des tuyaux pour évidemment dépolluer le Léman. Vous devez aussi amener des éléments sensibles. Alors certains ont parlé d'un oxymore, il faut transformer les ingénieurs en ingénieurs sensibles. En l'occurrence, c'est vrai, et moi ça m'est arrivé, je peux témoigner, je l'ai vécu. J'arrive moi en tant que biologiste à la tête de cet office et ils parlaient tous de myorécepteurs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le myorécepteur, c'est les cours d'eau. Donc c'est le lieu où vous déversez en fait les eaux usées quand elles ont été un peu dépolluées ou carrément dépolluées. Puis je leur ai dit, mais en fait on est dans une inversion totale. En réalité c'est l'eau qui nous donne dans le grand cycle de l'eau les éléments principaux en fait pour boire, pour différents usages évidemment qui sont aussi vieux que l'humanité. Est-ce qu'on ne devrait pas parler d'un milieu donateur ? Eh ben, je vous jure qu'il y a 2-3 ingénieurs aujourd'hui en séance qui disent milieu donateur et ils commencent en fait un tout petit peu à changer leur attitude. Et c'est vrai que, comme disait Bachelard, il faut entrer dans une logique de la poétique de l'eau. Il faut offrir une poétique. L'eau n'est pas une molécule H2O qu'on peut décrire d'une certaine manière. C'est quelque chose qui porte le vivant. Enfin, c'est pas quelque chose. C'est quelques sujets, en fait, qui portent le vivant et qui nous dit quelque chose. Donc là, il y a aussi tout un vocabulaire nouveau à nous offrir. Ça vaut pour les fonctionnaires, mais pour les bureaux d'ingénieurs, pour les politiciens. Et il n'y a pas que la transition écologique qui va nous fournir X kilowatts d'énergie renouvelable. Il y a aussi tout ce que derrière le cours d'eau nous offre et auquel on doit penser. Donc je voulais juste faire ce témoignage pour dire qu'il y a aussi des fonctionnaires sensibles et que la sensibilité doit s'exercer un peu partout avec l'aide des artistes. Et je vous invite encore à lire un artiste extraordinaire genevois, c'est Robert Hénard évidemment, Quand le Rhône coulait libre ou bien Nuit d'hiver au bord du Rhône. Vous allez aussi fondre comme avec Corinne Aby. Frédéric Pitaval. Oui, non, effectivement, il n'y a pas que les fonctionnaires qui doivent être sensibles, on doit tous le redevenir. L'appel du Rhône, c'est une sorte de pétition. Vous allez sur appeldurhône.org et vous avez la possibilité de vous associer, de devenir symboliquement gardien du fleuve en signant l'appel. L'avantage, c'est qu'on vous pose une petite question de profession. Alors, tout le monde ne le remplit pas, c'est pas une obligation, mais c'est très intéressant pour nous parce qu'on voit effectivement des fonctionnaires signer l'appel du Rhône, on voit des agents un peu de partout, on voit des gens de l'agence de l'eau, peut-être qu'ils le reprochent, enfin ils le mettent. Donc voilà, on a beaucoup d'artistes, on a des professeurs, on a des universitaires, on a des professions agriculteurs. Enfin, c'est très intéressant parce que l'on voit que cette notion, en tout cas de ce questionnement vis-à-vis du modèle, quelque part, touche toutes les strates de la société, tous les âges. On a également effectivement tous les âges de personnes qui viennent signer l'appel du Rhône. Et ça, c'est pour nous une formidable énergie. Ça veut dire que c'est pas dogmatique. Ça veut dire que ça traverse, c'est poreux et que tous les milieux s'interrogent. Et ça, c'est très très intéressant. Maintenant, il faut le construire. Et ça veut dire qu'il faut non seulement construire, mais organiser. Tous les combats sont nécessaires pour rappeler qu'il y a d'autres moyens, d'autres référentiels qui sont pas plus bêtes que la croissance infinie dans un monde fini, au contraire. Finalement, quand on arrive à poser toutes nos problématiques, encore une fois, je vais le répéter, mais je ne cesserai de le répéter, vis-à-vis des limites planétaires, c'est un modèle qui existe, c'est reconnu par l'ONU, c'est reconnu par l'Union européenne, mais comme d'habitude, on fait simplement des points de passage. Il y a 2 mois, on a dépassé la 5e limite planétaire. Donc il est grand temps d'agir, mais pour l'instant, ça ne fait pas beaucoup la une. La 5e limite planétaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y en reste plus que 4. Dépasser un seuil des limites planétaires, c'est entraîner l'accélération du dépassement des autres. Au-delà de ce dépassement, les conditions de vie sur Terre pour l'espèce humaine ne sont plus garanties. Mais quand on voit dans certains pays les conditions de vie humaines sur Terre, on peut déjà se demander si on ne les a pas largement dépassées. Bref, c'est une réalité. Dans le Golfe Persique, malheureusement, depuis 2019, sur certains territoires, la vie humaine n'est plus possible. La vie humaine n'est plus possible sur certains territoires. Marie-Thérèse Sangra, comment vous percevez ça ? Je crois que quand on est écologiste de naissance, comme c'est un peu mon cas, enfin, c'est un peu prétentieux de le dire, mais quand on est sensible à cette dégradation constante, qui implique aussi surtout un rapport injuste, nord-sud, et un rapport injuste avec les générations à venir. Évidemment,
on n'est pas très optimiste, mais enfin, le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de l'action. C'était un autre qui le disait. J'aimerais attirer l'attention quand même sur une sorte d'incompatibilité pour les politiques qui sont élus dans des mandats relativement courts à mettre en œuvre des mesures qui peuvent être perçues comme impopulaires parce que contraires à certains intérêts économiques ou contraires aux attentes de la société. Et là, j'ai un exemple, par exemple, pour la revitalisation des berges du Léman. Le Léman est à 90% totalement digué. C'est un milieu qui n'a plus de rives naturelles. Enfin, c'est la CIPEL qui nous le rappelle. Essayons de revégétaliser nos rives, essayons de renaturer les rives du Léman de façon à ce que la faune, la flore, les milieux riverains réapparaissent. Mais lorsqu'il faut revitaliser à la place de parcs publics, lorsqu'il faut limiter l'accès, prendre un peu de zone de gazon où les gens vont s'étaler en été pour aller au bord du lac, eh ben, il y a tout de suite des comités de citoyens qui s'élèvent pour critiquer ces décisions politiques. Et là, il y a aussi un travail, on attend l'appel du Rhône pour venir réveiller les consciences, puis dire finalement ces bords du lac n'appartiennent pas qu'à l'être humain, mais il y a d'autres organismes vivants qui en ont besoin. Et il y a peut-être une marche arrière à faire pour revitaliser, peut-être pas la moitié du lac Léman, mais en tout cas un 10%, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus que 2% des rives du lac Léman sur 160 km qui sont dans un état naturel. Réveiller les consciences. Alors réveiller les consciences, bien sûr. Réveiller les consciences parce qu'il est nécessaire de renaturer, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas uniquement cela, l'appel du Rhône. C'est même une démarche, l'appel du Rhône, et notamment par son assemblée populaire, c'est de créer justement des travaux assembléistes. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de salut. Ça le viendra par la décision des habitants et des habitants. C'est clair que toutes les problématiques d'arbitrage, on parle finalement depuis tout à l'heure, on ne parle que d'arbitrage entre différents conforts quelque part. On va être, nous, la génération qui allons devoir commencer à arbitrer. On ne pourra plus tout faire, et donc ça nécessite quoi? Une prise de conscience, une connaissance, un rapport, une interrogation par rapport à l'interdépendance et les interrelations qui existent. Et effectivement, malheureusement, j'allais dire, c'est pas la renaturation partout, parfois. Mais il faut avoir confiance en l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il faut créer du dynamisme dans nos quartiers, il faut rendre accessibles ces décisions-là par les habitantes et les habitants, et ne pas faire croire qu'un ingénieur, j'en parle assez volontiers, a la solution pour les habitants. Non, l'ingénieur est là pour satisfaire ce que les habitants ont fait émerger comme solution. C'est tout un rapport qu'il faut inverser, et le politique, évidemment, qui doit être là pour effectivement entériner ces décisions-là. Donc on est plutôt, nous, sur des mouvements assembléistes où on fait en sorte que les collectifs, le plus nombreux possible, puissent exprimer démocratie, et vous verrez, les solutions seront généralement les bonnes, parce que quand vous décidez de l'avenir de vos enfants, de le territoire là où ils habitent, généralement, on ne se trompe pas beaucoup. On a envie de rester sur ces mots d'espoir. Je vous remercie tous les trois. On arrive malheureusement déjà à la fin de ce débat. Marie-Thérèse Sangra, Gilles Mühlhauser et Frédéric Pitaval, je vous remercie beaucoup pour ce débat riche et constructif. Je suis certaine qu'il a fait germer beaucoup de questions dans notre auditoire. Alors pour les poser, il vous suffit de lever la main et un micro viendra à vous. Dans l'attente de la première main qui se lève, j'avais envie de proposer à nos trois interlocuteurs, interlocutrices, de vous donner une référence pour pouvoir poursuivre la réflexion une fois que vous rentrerez à la maison ce soir. On en a déjà eu pas mal, je ne sais pas si vous les avez notées, mais je vous demanderai d'en choisir une, chacune, maintenant. Frédéric Pitaval. Moi, je vais réinsister quand même, comme ça, je vais essayer de me faire pardonner auprès de Valérie. Je vous conseille vraiment et vivement de lire le livre Homo Natura de Valérie Cabanès. Et comme je l'avais déjà cité, n'hésitez pas non plus à aller voir toute la bibliographie de Murray Bookchin, justement pour essayer de faire nouveaux modèles, nouveaux paradigmes, changer, éroder le capitalisme. Il y a des méthodes et il n'y a pas que la croissance. Alors je le précise, on parle aussi beaucoup de Valérie Cabanès parce qu'elle aurait dû être avec nous ce soir. Et puis malheureusement, au dernier moment, elle n'a pas pu être là. Alors pour moi, mon conseil, c'est Le fleuve qui voulait écrire, qui est le témoignage et le compte-rendu de toutes les discussions sur le Parlement de la Loire.
donc rassemblés par Camille de Toledo. C'est un pavé de 500 pages. Où il y a des juristes sensibles, des avocats sensibles, des politologues sensibles qui s'expriment. Donc un petit bijou également pour comprendre la personnalité juridique. 500 pages de sensibilité. Marie-Thérèse Sangra. Oui, alors moi je vous recommanderais Les richesses du vallon de Réchy, c'est-à-dire la goutte qui commence tout à l'aval des glaciers, qui part dans l'Ardèche, qui est torrentueuse, qui part d'un niveau altitudinal où on a une végétation arctique qui va redescendre dans l'Ardèche, qui va arriver à la hauteur à peu près de Grosne, en aval de Sierre, dans le Rhône, qui va se mêler à l'eau du Rhône, traverser le lac Léman, traverser Genève, traverser toute la France pour ensuite rejoindre le lac, la Méditerranée. Et là, vous avez, en suivant ces gouttes-là, en voyant son origine, on remarque que tout est lié et qu'en préservant là-haut, on préserve aussi à l'embouchure l'eau qui arrive dans la Méditerranée. Merci beaucoup pour ces 3 recommandations. Où est la première main qui se lève? Elle est là. Bonsoir, monsieur. Je vous en prie. Bonsoir, je m'appelle Jean Fabre. Je représente les Dialogues en Humanité qui vous invitent d'ailleurs le premier week-end de juillet à Lyon à faire une assemblée, une convention citoyenne. Là-bas sur la personnalité juridique du Rhône. Alors c'est sur ce point-là que je voudrais poser une question, parce qu'on a l'arme du droit pour défendre le Rhône. Vous avez proposé de donner une personnalité juridique à la nature, mais je peine à comprendre comment la nature peut s'exprimer. Vous dites, Monsieur Mühlhauser, vous avez cité un livre, le fleuve, qui voulait écrire, et si le fleuve veut parler ou si le fleuve veut rester en justice, comment fait le fleuve pour le faire? Qui représente le fleuve? Est-ce que vous le représentez, Monsieur Mühlhauser, ou est-ce que ce sont nous qui le représentons? S'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que c'est vous qui allez en prison ou est-ce que c'est moi qui vais en prison? Vous voyez ce que je veux dire? Comment on peut avancer sur ce terrain? Bon, j'espère qu'en justice, il n'y a pas que la prison, hein, comme, mettons, manière de traiter une affaire juridique. On peut avoir des tas de résultats extraordinaires, même sur des demi-jugements. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire une jurisprudence. Et c'est là où Valérie Cabanès parle d'escarmouche juridique. Et là, nous, on peut déjà contribuer au niveau de l'administration. Si vous avez quelqu'un qui pollue un cours d'eau, vous pouvez plaider déjà le droit de la victime. Et je pense que pour les juges, ça va être assez bizarre. Une administration qui plaide le droit de la victime, c'est pas forcément encore très courant à l'heure actuelle. Donc là, on peut déjà commencer à faire un certain nombre de choses. Et puis après, évidemment, tout l'enjeu de la personnalité juridique et de la recherche des bons gardiens, c'est qui sera reconnu comme partie pour rester en justice. Et ça, si on n'essaye pas, on n'aura pas la réponse à votre question. Donc partant de là, je pense que ce sera beaucoup plus les citoyens qui vont faire ces essais, de parler, je ne sais pas, au nom du castor, au nom du silure, peut-être pas, parce qu'il n'a pas forcément bonne presse dans le Rhône, mais au nom de, je sais pas, de l'ombre de rivière. Voilà, il faut y aller, il faut essayer probablement. Plusieurs éléments de réponse, en fait, pour être très concret par rapport à la personnalité juridique. D'une part, ça existe ailleurs, donc ça c'est un formidable source d'exemples pour nous, hein, Nouvelle-Zélande, Canada, etc. Chaque fois, la tutelle des éléments de la nature ont été représentés de façon différente, contextualisée, parfois portée par les peuples autochtones, Nouvelle-Zélande ou Canada. Ailleurs, c'est souvent des commissions pluripartites, mais dans tous les exemples, me semble-t-il, ce sont les habitants et les habitantes qui deviennent les gardiens de fleuves, d'une façon ou d'une autre. Simplement, ça a été contextualisé. Nous, pour y répondre, je n'ai pas la réponse. IDEO n'a pas la réponse, l'appel du Rhône n'a pas la réponse à votre question de comment le Rhône va pouvoir obtenir tutelle. C'est pour cela que nous avons créé l'Assemblée populaire du Rhône, pour justement, dès la première session à Lyon, durant la fête de l'eau, faire une première session, 30 habitants, 20 Français, 10 Suisses qui ont été tirés au sort, sur le modèle de la Convention citoyenne, un petit peu, pour répondre à cette question-là, qui est importante, qui est la base, pour faire en sorte émerger au bout de ces réflexions de 18 mois une sorte de méthodologie, et qui sera, comme dit Gilles, testée. Il va falloir avancer. On
on n'a pas peur, mais pour nous, ça doit se construire, cette tutelle. Elle ne peut pas, c'est pas l'État qui doit définir qu'il y a une délégation à l'agence de l'eau et qui représentera, voilà. Donc il va falloir identifier cela, il va falloir travailler dessus, mais par chance, comme je vous le dis, ça existe ailleurs, ça donne des modèles, et il faut pas les importer parce qu'il faut les contextualiser, mais en tout cas, on peut fortement s'en inspirer. C'est possible. Il ne faut surtout pas s'arrêter à cette problématique-là, sinon on ne fera jamais rien. Peut-être juste... Moi, je suis interpellée par votre question, puisque actuellement, dans le droit suisse, en tout cas, on a cette qualité pour recourir, cette qualité pour agir, pour défendre une base légale. Puis une base légale, si elle ne peut pas être saisie, au fait, si elle n'est pas appliquée, elle reste inutile. Et puis voilà, ce sont les grandes organisations, le droit est assez clair, lesquelles peuvent se saisir de ce droit de recours. Puis en réalité, nous sommes... pas du tout assez. Nous sommes vraiment le WWF, ProNatura, la Fondation Franz Weber, Greenpeace, quelques-unes de ces associations. Mais au fond, c'est absolument insuffisant pour affronter ce défi-là. Et c'est vrai que si on pouvait, avec ces droits de la nature, avec ces représentants démultipliés, et puis que les gens se sont engagés pour agir. Combien de fois des gens me téléphonent, me disent « Regardez ce que j'ai trouvé ce jour-là, regardez ce que j'ai vu, j'aimerais tellement faire quelque chose, mais je ne peux pas le faire. » quoi. Et voilà, nous, on a des petits postes et puis on n'arrive pas à répondre à cette attente de la population. Donc ça serait vraiment déjà un immense progrès que de rendre responsable le citoyen, le sensible, à s'engager pour la protection de cette nature, de cette terre-mère qu'on en a besoin pour notre avenir. Alors on sent que les porte-paroles sont là. On verra dans le futur comment ils se mobiliseront et qui prendra la parole pour le Rhône. La question suivante. Oui, je vous en prie. Merci. Merci beaucoup pour votre discussion. Vous avez abordé le sujet de la délimitation à travers le bassin versant. Et dans le fleuve qui voulait écrire, les auteurs parlent de dessin de Loire. En urbanisme ou en aménagement du territoire, les politiques de préservation sont traduites par un zonage, une délimitation donc. Donc certaines zones sont constructibles, certaines sont protégées et inconstructibles. Et alors je me demande si cette base légale, est-ce qu'on s'appuie sur celle existante ou est-ce que cette personnalité juridique en développe une autre et auquel cas, comment vous vous positionnez là-dessus? Merci beaucoup. Frédéric Pitaval, peut-être? Ah, non. Oui, non, mais juste une précision par rapport au bassin versant. C'est clair que pour nous, c'est l'entité à laquelle il va falloir se conférer, hein, quelque part. Et c'était une des difficultés pour le bassin versant du Rhône, puisqu'il est transnational, et on nous a fortement déconseillé de partir dans une telle aventure, et nous, on a trouvé que c'était une tellement belle expérience à faire qu'on y allait, tout simplement parce que ça nous oblige à partir de la page blanche. Encore une fois, vous m'avez compris, depuis le départ, je ne cesse de dire qu'on n'est pas anti-système, et c'est simplement pas ce système-là que l'on veut. Donc il faut le recréer. On y essaye d'apporter aussi nos réflexions, et le bassin versant, je fais souvent la comparaison à un organisme. On a essayé, de fait, il y a une frontière au milieu en plus, donc voilà, d'un côté vous avez la tête, de l'autre côté vous avez les membres, et puis on a essayé d'apporter des politiques où on parle à la tête ou on parle aux jambes. Essayez avec votre corps, ça ne fonctionnera pas. Et pourtant c'est ce qu'on ne cesse de faire. Et puis c'est tellement bien ancré que l'on va encore subdiviser cet organisme-là par des découpages administratifs qui ne concernent absolument personne et absolument rien. Tant et si bien que quand vous avez une problématique sur la Durance, quand vous avez une problématique en Chablais ou sur le Léman, vous vous apercevez que les populations et les biorégions, elles existent. Vous avez ces populations qui se rejoignent. Donc l'idée que l'on vient de poser aussi avec l'Assemblée populaire du Rhône, c'est de se dire, mais finalement, l'espace géographique, c'est le bassin versant. La personnalité juridique, ce n'est pas le Rhône, oui, parce que c'est son nom, mais c'est sur le bassin versant. Et quand on considérera des entités naturelles et que l'on... Oui, on se développera et on se positionnera par rapport à l'entièreté d'un bassin versant, on comprendra beaucoup de choses.
et on pourra aller de l'avant. Mais ça veut dire, là encore, une nouvelle notion, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais voilà, qui s'appelle les biorégions, de faire émerger ces biorégions pour qu'elles puissent se confédérer les unes aux autres. C'est la confédération des biorégions qui font le bassin versant. Voilà. Gilles Mulhauser, une précision encore. Oui, merci pour votre question, parce qu'elle elle nous interpelle sur une chose qu'on n'a pas encore évoquée ce soir, c'est que le droit actuel est assez dualiste. C'est-à-dire surtout en aménagement du territoire. On vous dit ce qui n'est pas bâti et ce qui est bâti. Ce qui est l'espace rural et ce qui est l'espace urbain. Donc on fait une espèce un dualisme, pour ne pas dire une opposition. Alors si le dualisme conduit au dialogue, c'est bien. Et puis la notion de bassin versant, évidemment, nous oblige à voir plus large. Pour ceux qui ne le savent pas, sur 270 cours d'eau qui existent à Genève, sur un tout petit territoire, 240 km², il y a quand même 270 rivières. Il n'y en a qu'une seule, et quelques petits noms, on va dire, qui est entièrement genevoise. Donc automatiquement, si on pense bassin versant pour tous les contributaires en fait, du Rhône et du Léman, on pense d'emblée deux systèmes juridiques différents. Un système français, directive cadre sur l'eau, un système suisse avec la loi fédérale et la subsidiarité avec les lois cantonales, etc. Donc ça veut dire que déjà, la question que vous posez nous montre que si on en reste à nos bases juridiques, quand on introduit le bassin versant, il faut déjà se détendre un tout petit peu et être créatif sur la manière de traiter une question juridique. Ce qui a magnifiquement fonctionné en système franco-valdo-genevois, parce qu'on a quand même réussi à créer pas moins de 39 outils différents en un siècle, un des plus vieux étant évidemment concernant le Léman, avec la Cipelle 60 ans, la nappe du Genevois 40 ans. Et donc là, on a été créatif, c'est-à-dire qu'on a même inventé des outils juridiques en son temps, justement pour pouvoir dépasser la frontière qui venait couper un bassin versant. Mais je pense qu'à travers la notion de dessin de Loire, donc DESSEIN, on veut raconter une histoire qui va en fait nous montrer que les systèmes sont encore plus complexes que le bassin versant. Pour une loutre, le bassin versant, c'est très différent que pour, un carabe des rives. C'est encore très différent que pour un silure, que pour une anguille. D'ailleurs, le thème de l'anguille est très bien traité dans le fleuve qu'il voulait écrire. C'est vraiment le sommet de la complexité, puisqu'on n'y comprend rien. Elle migre à l'envers que tous les autres poissons, ce qui nous oblige, en fait, si on veut tenir compte d'elle, de prendre des positions très différentes. Donc, en fait, évidemment, pour un écologue qui, en fait, étudie un fleuve avec quelque chose comme 1000 ou 1500 espèces, vous avez potentiellement 1500 bassins versants. Et l'enjeu, c'est qu'on arrive à raconter une histoire emblématique qui parle un tout petit peu de chacune de ces 1500 espèces, avec une ou deux espèces parapluies, une ou deux espèces cibles, etc. Et quand vous voyez le débat à Genève sur le Rhône, il tourne beaucoup autour du poisson. Vous avez beaucoup de discussions sur le fait qu'on a un des pires fleuves du monde pour les poissons. C'est vrai, mais on peut avoir des tas d'oiseaux intéressants, des tas de libellules intéressantes. Mais il est clair qu'on doit encore largement progresser, puisqu'on a la chance d'avoir une eau de relativement bonne qualité par rapport à ce qu'on a vu dans le film. Mais au niveau écologique, il y a encore plein de choses à faire, avec un jeu sur les sédiments, etc. On doit raconter l'histoire des sédiments. Donc il y a tout ça à faire. Et puis encore deux éléments qu'on n'a pas évoqués ce soir dans notre base juridique, c'est que l'environnement est très basé sur cette notion de pollueur-payeur, qui est un principe cardinal de la protection de l'environnement. Et évidemment, ça vous donne un droit rétributif. C'est-à-dire que si vous négociez, en fait, ou que vous faites recours sur un élément qui ne vous convient pas ou qui ne convient pas pour le fleuve et que vous en êtes le porte-parole, eh ben, si on vous paye une compensation, il y a un moment donné, vous êtes un petit peu cuit dans le plaidoyer, quoi. Vous dites, bon, ok, on va s'arrêter là, quoi. Mais en réalité, on n'a pas obtenu tout ce que le fleuve voulait nous dire. Donc ça veut dire qu'il faut changer aussi et passer à autre chose. Et le principe de précaution est très difficile pour nous à appliquer dans l'administration cantonale et dans les administrations au sens large. Parce que la pesée d'intérêt, pour le moment, elle est très en faveur, évidemment, des questions économiques. Voilà. Donc, pour donner quelques réponses ou augmenter encore un peu le débat, donc préparez-vous à raconter des tas d'histoires sur toutes les espèces que vous aimez bien, ça nous aidera. Deux questions côte à côte. C'est la même.
Si c'est la même, vous pouvez la poser à deux voix. Je pense qu'on s'est les deux interrogés sur cet aspect. On a parlé, vous avez mentionné plusieurs fois les autres rivières qui ont déjà un statut juridique, par exemple au Canada. Et je m'interroge parce que je pense que là-bas, il y a un contexte tout à fait différent et que la mesure de rendre la rivière, de permettre à la rivière d'avoir un statut juridique, ça s'est aussi fait en tant que mesure de réparation pour les peuples autochtones qui ont été lésés par la colonisation. Je pense que c'est pareil en Équateur ou dans certains exemples que vous avez cités. Et je suis d'accord avec vous sur l'aspect qu'on doit aussi penser à la centralité de la nature et pas que de l'être humain. Mais je pense que les questions écologiques sont aussi des questions de justice sociale. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus intéressant ou plus urgent face aux autorités si on dit que les problèmes écologiques du Rhône ont un effet direct sur les êtres humains plutôt que sur la nature? Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut faire bouger les choses d'une manière différente, comme pour l'exemple du Canada qui en fait a fait que en montrant qu'il y avait des peuples qui vivaient sur ces territoires et qui avaient besoin de ces territoires, ça a fait aussi bouger les choses? Alors, est-ce que finalement le droit de préservation est venu d'une réparation? Pour le Canada, pour la rivière Magpie, même si c'est aussi grâce et surtout au peuple premier, c'est surtout un combat qui s'est focalisé autour d'un barrage. Ça a d'abord été une opposition à un énième barrage qui a fait que ça s'est enchaîné après et ça s'est transformé. Tous les exemples que l'on a cités, par exemple au Canada et le lac Erie, ne s'appuient pas, et heureusement, sur les peuples racines et les peuples autochtones. Peut-être une précision sur l'appel du Rhône, effectivement, et que je vais répéter, c'est-à-dire que dans notre volonté, ce n'est pas de mettre le Rhône sous cloche. Encore une fois, c'est de faire avec la nature et les écosystèmes, et non pas contre la nature. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, l'appel du Rhône n'est pas là pour mettre plus de libellules ou de loutres. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, parce que l'on pose les droits de la nature, il nous oblige, nous humains, à regarder que l'on soit, à regarder nos activités professionnelles, à regarder nos activités touristiques ou autres. Pourquoi? Parce que quand vous avez un fleuve qui est en capacité de défendre ses propres droits fondamentaux, il va questionner pourquoi il y a des SDHI dans son eau. Il ne va pas dire qu'il faut mettre plus de libellules, il va dire qu'il y a une molécule qui est problématique, d'où elle vient. Et là, vous allez vous être confronté à une nouvelle problématique, parce qu'on ne pose jamais cette question-là. Les SDHI viennent de l'agriculture, mais ils viennent aussi de la problématique de la santé publique. Ils viennent également de nos bâtiments. Tiens donc, autant de questions qu'on ne se pose pas au jour d'aujourd'hui. C'est cela, l'appel du Rhône, c'est l'avantage, c'est que finalement, vous avez la possibilité, non pas de prôner un ensauvagement sur tout le lac, enfin surtout le Rhône, ce n'est pas l'objectif. Parfois, c'est la réponse, mais bien souvent, la problématique, elle est tout autre. C'est une problématique énergétique. Pourquoi, à Massonger, faut-il rajouter un barrage pour créer 22 000 équivalents habitants en énergie? C'est 1,7% de la consommation valaisanne et vaudoise. Si en 2022, nous ne sommes pas tous en capacité de diminuer de 1,7% notre consommation énergétique, on n'est pas bien. Donc ça veut dire que si on a la capacité, si le fleuve nous oblige à poser ces questions dans ce cadre-là, on va être amené à devoir apporter d'autres réponses. Vous voyez, donc ce n'est pas, enfin je veux dire, je veux militer un petit peu sur la dissociation appel du Rhône, protection de la nature. Oui, c'est forcément, ça va entraîner la protection de la nature, mais c'est surtout de se développer nous avec le fleuve et non plus contre lui. Voilà. Et est-ce qu'on n'aurait pas finalement plus d'impact en gardant l'humain au centre? Gilles Mühlhauser. Oui, je crois que plusieurs fois ce soir, on a compris qu'il fallait additionner les approches et que la santé humaine peut être une approche qui marche à un endroit et puis peut-être pas à un autre pour des raisons culturelles, ethniques, historiques, etc. Je suis obligé de contredire un tout petit peu Frédéric pour la première fois ce soir, mais c'est bien qu'il y ait enfin du drame. Non, mais de dire qu'il y a des questions qu'on ne se pose pas, on ne peut pas laisser dire ça. Je veux dire, évidemment qu'il y a des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre. Mais malheureusement, nos instruments d'analyse en fait, de l'environnement en chimie sont devenus tellement puissants que, en fait, on sait à peu près tout ce que vous faites.
C'est-à-dire toutes les substances que vous ingérez, on les retrouve toutes dans nos bécanes de chimie, au laboratoire de gestion des eaux, dans mon office. Toutes les drogues, tous les médicaments. Et par exemple, dans le Rhône, il faut savoir qu'on découvre de plus en plus énormément de produits de contraste liés à l'imagerie médicale. Ça fait un lien avec la santé humaine, certes. Mais est-ce qu'on se pose les bonnes questions, cher Frédéric ? C'est-à-dire, est-ce que chaque fois qu'on a un ongle incarné, on fait un scanner ? C'est peut-être une bonne idée, mais bon, il faudrait peut-être qu'on se pose des questions, de réfréner un tout petit peu la manière dont on fait le diagnostic de notre santé. Et on le voit dans le Rhône. Alors, le Rhône ne nous le dit pas. Et puis nous, on n'a pas de réponse écotoxicologique qui dise « Est-ce que c'est un grave problème, docteur ?» Donc, au niveau de l'administration, on ne donne pas toutes les réponses en avance pour ne pas non plus engendrer des angoisses inutiles tant qu'on n'a pas non plus analysé ce qui se passe. Mais c'est là où, effectivement, de parler de la santé humaine, j'ai envie de vous dire, et je terminerai là-dessus pour ne pas lancer un faux débat, est-ce qu'on veut parler de santé holistique ou bien est-ce qu'on veut parler de santé scientifique comme on la vit actuellement dans nos territoires ? C'est une question que je laisserai en suspens, quoi. Marie-Thérèse Sangra, je vais vous donner le mot de la fin parce qu'on touche malheureusement au bout de ce débat. Oui, moi je trouve que c'est une bonne question. Au fait, c'est la question des services écosystémiques. Quels sont les services que nous rend la nature ? On en parle depuis un certain nombre d'années, mais au fond, ces services écosystémiques, ils sont assez peu valorisés si on n'arrive pas à exploiter la ressource. Lorsqu'on peut l'exploiter, donc quand on peut faire des kilowattheures, c'est super intéressant. Mais si on a un barrage et puis qu'il faut simplement puis qu'on doit faire une passe à poissons et puis qu'on dit que c'est équivalent à une situation d'un Rhône sans barrage, c'est ce qu'on dit lorsqu'on fait un projet hydroélectrique. On dit « Oh, mon barrage, mais c'est pas grave, on va faire une passe à poissons ». Simplement, c'est pas la même chose qu'un cours d'eau sauvage et libre. Parce que la libre migration, elle se fait naturellement lorsqu'il n'y a pas d'obstacle. Et puis lorsqu'il y a un obstacle, malgré la passe à poissons, le poisson, très souvent, il trouve pas l'accès, il est bloqué. Et à la fin, ce sont les effectifs de ces espèces qui disparaissent. Et puis, on saura combien on va gagner avec ces kilowattheures, mais on ne saura pas combien on gagne à favoriser, à maintenir cette espèce dans cet environnement-là. Et quelle est la valeur, en tout cas monétaire, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Quelle est la valeur en termes de conservation de l'intégrité d'un écosystème ? Il n'y a pas de valeur, ce n'est pas quantifié. C'est peut-être de la poésie, mais qu'est-ce que ça vaut la poésie dans notre système actuel ? Je crois que c'est un petit peu pour ça qu'on n'arrive pas à valoriser ces services écosystémiques que nous offre la nature. Aujourd'hui encore, ça reste du secondaire par rapport au PIB ou à une société de croissance. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait encore des questions. Malheureusement, on n'a plus le temps, mais je suis certaine que nos interlocuteurs, interlocutrices de ce soir seront ravis si vous voulez les contacter. Vous trouvez très facilement leur contact en ligne. Je peux vous assurer, dans les téléphones préparatoires, ils ont encore plein de choses à raconter. Ils sont certainement très frustrés en ce moment même. Je voudrais d'ailleurs remercier tous les organisateurs, organisatrices du FIFDH, tous les bénévoles, collaborateurs, collaboratrices, et bien sûr nos trois intervenantes, Marie-Thérèse Sangra, Gilles Mühlhauser et Frédéric Pitaval. Et merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'à si tard dans la nuit. Merci. Très belle soirée à vous tous et toutes.